Il a engrossé la bonne et l'a jetée dans le puits. 30 ans plus tard, il se marie avec sa propre fille sans le savoir. Théodore Adeyemi, riche importateur de tissus hollandais, rentrait plus tôt que prévu de son entrepôt du marché Baloguin. Il trouva la maison étrangement silencieuse, trop silencieuse pour un après-midi où la petite bonne, Manon, aurait dû chanter en balayant la cour. Il monta directement à l'étage, poussa la porte de sa chambre et la vit, agenouillée près du lit, les mains tremblantes posées sur son ventre déjà rond de 5 mois. Ses yeux noirs, immenses, se levèrent vers lui avec terreur quand il comprit. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il d'une voix si basse qu'elle fit plus peur que s'il avait crié. Manon se mit à genoux, joignant les mains. « Maître, c'est vous. C'est arrivé cette nuit où vous étiez saoul. Vous m'avez forcé. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur de perdre ma place, peur de retourner au village. » Théodore devint blanc comme du coton brut. Une bonne enceinte de lui? Dans son milieu, dans sa famille, chez les Adeyemi qui se disaient descendants de roi Yoruba? Impossible. Il l'attrapa par le bras, la traîna dans l'escalier de service, elle pleurait, suppliait. « Maître, pitié, je peux partir, je dirai rien à personne, je jure sur la tête de ma mère. » Mais il n'écoutait plus. Dans la cour arrière, là où personne ne venait jamais, il y avait le vieux puits abandonné, couvert de planches pourries. Il arracha les planches d'un coup de pied, la poussa violemment. Manon hurla, un cri déchirant qui traversa les murs. « À l'aide! Il me tue! Il me tue !» Son corps heurta l'eau noire avec un bruit sourd, puis plus rien. Seulement les échos de son cri qui semblait rester suspendre dans l'air comme une malédiction. Théodore remit les planches, essuya la sueur et les larmes de rage, rentra dans la maison comme si rien ne s'était passé. Mais dans la rue voisine, 3 jeunes livreurs de gaz qui passaient entendirent les cris étouffés qui continuaient de monter du puits. L'un d'eux, Gabriel, osa s'approcher, soulever une planche, et vit, tout en bas, la silhouette de Manon accrochée désespérément à la paroi glissante, le visage couvert de boue, criant encore « Pitié! Sauvez-moi! Sauvez mon bébé !» Ils lancèrent une corde, la remontèrent, tremblante, à moitié noyée, le ventre toujours là, bien rond. Gabriel la porta jusqu'à la clinique la plus proche où une infirmière compatissante la cacha plusieurs mois. Manon accoucha en secret d'une petite fille qu'elle appela Charlotte, jurant qu'un jour, Théodore paierait. Elle confia le bébé à une tante loin à Benin City et disparut dans l'ombre, apprenant à survivre, à haïr, à attendre. 30 années passèrent. Théodore, veuf depuis longtemps, toujours aussi beau avec ses tempes grises et son argent, toujours aussi riche, décida enfin de se remarier. Sa fille unique était morte enfant. Il se sentait seul dans son immense villa d'Ikoyi. Lors d'une soirée caritative, il rencontra une jeune femme d'une beauté saisissante. Peau claire, yeux profonds, sourire timide. Charlotte, 29 ans, architecte talentueuse revenue récemment du Canada, où elle avait grandi sans jamais connaître son père. Elle ne savait rien, absolument rien de ses origines. Théodore, lui, fut foudroyé. Dès le premier regard, il murmura à son ami Benjamin « Cette fille, je la veux. Elle sera ma femme. » Les mariages furent annoncés 3 mois plus tard. Le mariage prévu dans la cathédrale de Lagos avec 500 invités. Charlotte, amoureuse, troublée par cet homme plus âgé mais si charismatique, accepta tout, même quand il insistait pour avancer la date. « Je ne veux plus attendre, ma chérie. Tu es la lumière que j'attendais depuis 30 ans. » La veille du mariage, Manon, qui avait tout suivi de loin, les yeux brûlants de larmes et de vengeance, prit son téléphone, composa un numéro qu'elle n'avait jamais oublié. Théodore dormait déjà dans sa suite de l'hôtel Echo, inconscient du cyclone qui s'approchait, tandis que Charlotte, dans sa chambre, essayait sa robe une dernière fois devant le miroir, murmurant « Maman, où que tu sois, j'espère que tu es fière de moi. » Ignorant que cette mère vivait encore, à peine à quelques rues, la respiration tremblante après avoir composé un numéro qu'elle n'avait pas osé appeler pendant 30 ans, celui de Benjamin, le meilleur ami de Théodore, le seul qui avait déjà surpris autrefois des chuchotements étranges entre lui et une jeune bonne, le seul peut-être capable d'empêcher l'horreur. Mais au moment où Benjamin décrocha, Manon raccrocha, secouée, incapable de parler. Elle resta longtemps assise dans le noir, serrant contre elle la vieille couverture que la clinique lui avait donnée le soir où elle avait accouché, murmurant « Charlotte, ma fille, non, je ne peux pas la laisser épouser cet homme. Pas lui, pas mon cauchemar. » Pendant ce temps, au même moment, Charlotte reçut un message vocal anonyme, une voix féminine brisée par l'émotion disant seulement « Ne te marie pas avec lui, il y a des choses que tu ignores, des choses terribles », avant qu'un bruit métallique ne coupe l'enregistrement. La jeune femme blêmit,
réécouta 10 fois, chercha à rappeler le numéro, en vain. Elle finit par envoyer un message à Théodore. « On doit parler demain tôt, avant l'église. C'est important. » Théodore, réveillé par la vibration, sourit en voyant son nom s'afficher, sans imaginer une seconde que l'appel venait d'une femme qu'il croyait morte au fond d'un puits. Elle doute, c'est normal, pensa-t-il. Les jeunes femmes avant le mariage paniquent toujours un peu. Je vais la rassurer. Il se rendormit, apaisé, pendant que Benjamin, de son côté, lui aussi troublé par un sentiment étrange, parcourait ses vieux dossiers, repensant à cette fameuse bonne qui avait disparu du jour au lendemain, alors qu'elle semblait enceinte. Il se souvenait d'un détail. La rumeur selon laquelle 3 livreurs de gaz avaient secouru une femme d'un puits abandonné ce même jour, mais personne n'avait jamais fait le lien. Au même instant, dans une ruelle éclairée par un seul lampadaire, Gabriel, l'un des 3 jeunes hommes d'alors, aujourd'hui propriétaire d'une petite société de livraison, reconnaissait, au milieu d'une affiche de mariage collée sur un mur, le visage de Charlotte, tellement semblable à celui de la jeune femme qu'il avait aidé à sauver 30 ans plus tôt. Il se figea, toucha l'affiche du bout des doigts, murmurant « C'est la même bouche, les mêmes yeux. C'est sa fille. » Pris d'une intuition glaçante, il monta sur sa moto, décidé à retrouver Manon avant qu'il ne soit trop tard. Et pendant que le soleil se levait lentement sur Lagos, teintant le ciel de rose et d'orange, Charlotte regardait encore une fois sa robe posée sur le lit, le cœur serré sans savoir pourquoi. Théodore ajustait déjà sa cravate devant un miroir en marbre, se félicitant d'avoir trouvé enfin la femme parfaite. Et Manon avançait, voilée d'un foulard sombre, vers un autre destin.